Pour parler de ce personnage, de sa pensée et de son impact sur notre société, je suis en compagnie de M. Louis-André Richard, professeur de philosophie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, merci de m'accueillir. Alors d'abord, plaçons ce personnage, cette personne, pour ceux qui le connaîtraient moins. Qui est Jean-Paul Desbiens? Jean-Paul Desbiens est un frère mariste qui a enseigné au niveau secondaire dans les années 50 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Alma. Il enseignait dans des cours techniques à des jeunes qui se préparaient, on pourrait appeler aujourd'hui les écoles de métier. C'est un frère enseignant, donc dans la plus pure tradition des frères de l'époque. Et ce monsieur est connu, il est devenu célèbre parce que le journal Le Devoir avait publié un éditorial signé par André Laurendeau, qui était éditorialiste à l'époque, dans lequel texte il dénonçait la piètre qualité du parler français, ce qu'on a appelé de façon traditionnelle le joual. Et devant sa critique, le frère Desbiens lui a écrit une lettre personnelle, à travers laquelle il voulait témoigner de son expérience. Et cette expérience se résumait essentiellement dans le point suivant. Il disait « Les jeunes générations parlent mal parce qu'elles pensent mal. » Le joual est une langue, disait-il, désossée, et c'est seulement quand on va renouveler, je dirais, la culture générale et la façon de penser des jeunes que le bon parler, à la fois oral et écrit, va suivre. Cette lettre, elle était très bien tournée, elle était très bien écrite, et M. Laurendeau a jugé bon de la publier. Mais à l'époque, c'était interdit pour les frères de publier quoi que ce soit dans le journal sans avoir une permission spéciale de la communauté, ce que n'avait pas demandé, il n'aurait peut-être pas eu Jean-Paul Desbiens à l'époque. M. Laurendeau, donc, a insisté et il a publié la lettre avec l'accord, bien entendu, de M. Desbiens, mais avec un pseudonyme, Frère Untel. Alors, il est devenu célèbre, le frère Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, à cause de cette publication dans le journal Le Devoir de l'époque. Et le tout a fait boule de neige. Ça n'est pas resté à cette simple lettre. Absolument. Et les gens aujourd'hui ne connaissent pas ça, mais il faut mettre ça en lumière parce que ça fait effectivement boule de neige, comme vous dites. Il y a eu, après la publication de cette première lettre du frère Untel qui s'intitulait « De quoi ont-ils peur ?» Il faisait référence à la peur de l'autorité que les enseignants avaient souvent par rapport à l'autorité de l'instruction publique à l'époque, avant le ministère de l'Éducation. Et il s'est instauré à partir de ce moment-là un échange, une conversation publique à travers le journal et le courrier des lecteurs. Et il faut savoir que c'est un phénomène à nul autre pareil au Québec. Le journal Le Devoir a reçu en réaction à cette lettre publié dans son journal, un nombre phénoménal de lettres par les lecteurs. Et il faut savoir qu'on est à l'ère pré-informatique, de telle sorte que les lettres sont parvenues en format papier. Ça rentrait dans des poches immenses. Et depuis, on n'a jamais vu un tel phénomène. Il s'est instauré donc une conversation entre le frère Desbiens et la population québécoise qui a duré à peu près 1 an et demi, entre 1959 et 1960. Il y a eu 11 lettres qui ont été publiées dans le journal et pour chacune des lettres, il y a eu des réactions conséquentes. Par la suite, on a édité, les éditions de l'Homme à l'époque, ont édité ce qui est devenu le fameux ouvrage « Les insolences du frère Untel ». Et plus de 100 000 exemplaires ont été imprimés et vendus, ce qui, encore aujourd'hui, est un record pour ce type de publication. Je précise, il ne s'agit pas d'un roman, là, mais d'un petit essai politique. À nul autre pareil, on a vu un tel succès. Le frère Untel a eu un impact par cet ouvrage, évidemment, mais aussi parce que, par la suite, M. Jean-Paul Desbiens a été appelé à travailler au ministère de l'Éducation, a eu une grande implication au niveau politique québécois. Tout à fait, tout à fait. Il me confiait, parce que c'était un ami, le frère Untel, il me confiait à la fin de sa vie que René Lévesque avait, dans son bureau, avait insisté pendant 2 heures pour qu'il accepte, le frère Untel, de devenir ministre de l'Éducation, ce qu'il a toujours refusé, entre autres, par obéissance à sa communauté. Et il a joué un rôle, malgré tout, très important au ministère, puisque sous Paul Gérin-Lajoie, qui a été le premier ministre du ministère de l'Éducation, qui a été créé après la fin de ce qu'on a appelé, je le disais tout à l'heure, l'instruction publique. Paul Gérin-Lajoie, donc, a engagé M. Desbiens comme haut fonctionnaire. M. Desbiens a été un des instigateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement collégial, donc les cégeps. Il a contribué
à penser puis à mettre en œuvre toute la structure des polyvalentes et puis des cégeps, instruction gratuite pour la majorité des Québécois. Le frère Untel, M. Jean-Paul Desbiens, dans toute sa carrière, travaillait vraiment sur, on pourrait dire, deux axes principaux, au fait. Il dénonçait la piètre qualité de l'enseignement, il voulait réformer l'enseignement, mais il y avait aussi la question de l'autorité ou de l'atmosphère religieuse de l'époque. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'était un indicateur, je dirais, de carrière, mais un véritable indicateur de vocation. Alors, il y avait vraiment à cœur l'éducation des jeunes, mais aussi c'était un religieux. Et un religieux qui avait embrassé la vie religieuse par un acte de foi très intégré. C'était un homme qui avait la foi et qui, comme il aimait le dire, n'avait jamais envisagé, je reprendrai ici son expression, de ne jamais démoiner. Je ne démoinerai pas, disait-il. L'engagement religieux du frère Untel aura été, au tournant des années 60, de dénoncer certains rapports à l'autorité. En fait, je dirais, vous avez bien employé l'expression d'atmosphère, dans le fond, parce que ce qu'il décriait, c'était un rapport à la foi qui était mal vécu par une bonne partie, je dis bien une bonne partie, mais pas par tous, mais par une bonne partie des croyants de l'époque. Un rapport à la foi qui était sous le signe d'un trop grand autoritarisme. Et ici, il aimait bien dire qu'il ne s'agissait pas simplement de pointer les évêques, mais aussi de pointer l'attitude des croyants, de tous les croyants, qui, pour toutes sortes de raisons qui sont propres à notre posture politique de Québécois, cédaient à cette espèce de pression de faire les choses non pas par amour, mais de les faire par devoir. Et je pense que ça résume bien un peu ce qu'il cherchait à dénoncer. Trop de mentalité d'un devoir à accomplir, moins de place d'une action qui est portée par un élan de quelqu'un qui en aime un autre. Donc son implication à la fois d'homme de foi dans la cité québécoise, c'est quelque chose qui s'est incarné dans une pratique qui a eu ses effets. Ça a tout bouleversé. Quand il écrivait dans Le Devoir, on avait tendance à dire de lui, voici un chrétien de gauche qui casse la baraque. Et quand il est mort, on avait facilement l'impression, on disait souvent de lui qu'il était un chrétien de droite traditionnaliste, trop attaché à l'institution. En fait, mon point de vue à moi, c'est que c'était un véritable homme libre, ni de gauche ni de droite, mais du côté de la recherche de la vérité, du bien, du beau, du bon et du juste. M. Desbiens était, je l'ai dit, un catholique fervent et qui assumait ça, mais aussi un grand penseur. Et sa pensée, elle se tournait beaucoup sur le dialogue entre la religion et la société civile. Je pense que c'est important, à l'heure actuelle, de comprendre que dans un système politique où on a, avec raison, séparé l'État de la religion. Je répète, on a eu raison de faire ça, mais on a vu se construire une cloison, somme toute assez artificielle, qui a pour effet de rendre, je vais être prudent, difficile le dialogue ouvert entre le religieux et le politique. Il est nécessaire de bien incorporer, de bien intégrer ce que nous sommes. Et d'un point de vue, par exemple, pour nous les Québécois, notre rapport au catholicisme, cet apport cultuel s'est transformé vite en apport culturel. La démocratie moderne, qui est celle dans laquelle nous évoluons, n'est une forme politique viable ou qui n'existe que par la culture gréco-romaine et chrétienne. La démocratie est née en Grèce et elle a été transformée au creuset du christianisme. Ici, il ne s'agit pas de forcer les gens à se convertir, ce n'est pas ça le but, mais il s'agit d'avoir une culture générale signifiante qui nous permet et qui nous permettra d'être des hôtes capables d'accueillir à leur juste mesure ceux et celles qui viennent chez nous en disant « nous voulons vivre chez toi et nous arrivons avec nos valeurs, nous arrivons avec notre religion et nous savons que toi tu en as une et nous aimerions la connaître. » Alors il faut être en mesure, nous, de la présenter, cette religion. Qu'on y adhère ou non, il faut être capable de dire oui, oui, nous sommes ici dans une démocratie libérale dont la genèse implique cette rencontre avec le christianisme. Et je vais t'expliquer. Le problème que nous avons, pour plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes incapables d'expliquer d'où nous venons.
Et il me semble que c'est risqué pour la suite des choses. Alors, M. Desbiens, pour revenir à lui, avait cette préoccupation formidable et je dirais c'est l'éducateur en lui doublé de l'homme de foi qui se rencontre. Il avait cette préoccupation formidable d'éduquer les gens à revisiter les origines qui ont façonné ce que nous sommes.